transition entre la séance de la dernière fois et celle-là. Donc, on a eu une très bonne conférence la semaine dernière avec Oskar Jeftovic, qui est arrivé en 1 heure d'exposé à brosser le tableau de tous les empires africains, l'empire malien, Songhai, Kenya, etc., et l'Afrique de l'Est, et de laisser 1 heure pour les discussions et répondre aux questions. Donc, vous trouvez ça, vous allez trouver incessamment sous peu sur le site, vous pouvez retrouver la conférence. Et ce qu'elle nous a montré, c'est à la fois, elle nous a rappelé le petit moment qui était un peu un clin d'œil au titre de la conférence, qui était le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, qui disait que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Donc, les historiens africains et européens ont fait un livre collectif très rapidement pour montrer, qui s'appelle Petit précis de remise à niveau à l'attention du président Sarkozy. Assez clair. Elle nous a montré aussi comment il était difficile de comprendre l'histoire du monde si on ne comprenait pas l'histoire de l'Afrique, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec les Chinois, avec l'Arabie Saoudite, avec les Portugais et autres. Et donc aussi les multiples traces écrites, puisque Hérodote parle déjà de l'Afrique, donc c'est pas fréquent. Et nous a montré aussi que le conservatisme de l'éducation nationale a fait qu'on a supprimé les cours d'initiation à l'histoire africaine, ce qui est quand même bien dommage si on veut comprendre un peu le monde tel qu'il est. Voilà, donc on accueille avec beaucoup d'intérêt notre Germaine. Oui, donc notre intervenant, c'est M. Pierre Guidi, qui est historien chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement qui dépend de l'Université Paris Descartes. Donc vous avez choisi comme axe d'intervention de recherche, éducation et savoir au Sud, qui est un projet centré sur les inégalités dans l'accès, l'appropriation et la valorisation des savoirs scolaires et académiques. Et ces recherches s'articulent autour de 3 thèmes, qui sont les politiques, stratégies et inégalités éducatives, la circulation des savoirs et la formation des élites, ainsi que la production des usages et des savoirs linguistiques et techniques. Là, en ce moment, vous êtes sur un projet de recherche qui s'intitule « Déplacer le genre, éducation, travail et activités publiques des femmes éthiopiennes entre 1941 et 2016 », avec l'objectif de comprendre comment les femmes ont été actrices de leur autonomisation et de leur représentation, en s'appuyant à la fois sur le capital scolaire, sur le temps long, de 4 générations. Donc je ne vais pas tarder à vous passer la parole, mais je vais juste faire une petite information, puisque cet après-midi, à la mairie du 14e, entre 14h30 et 19h, il y a un forum sur l'avenir de l'Afrique. Là, vous y trouverez des débats, ça sera aussi émaillé de musique, puisque une artiste locale, Nelly Puget, va faire va jouer de la musique, et il y aura aussi des ateliers pour les enfants. Donc je passe la parole à M. Guidi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravi d'être ici et c'est toujours un plaisir en fait de sortir de l'université. Merci, c'est intéressant aussi évidemment de faire des cours aux étudiants. Alors, comme on vous l'a expliqué, en fait moi je suis historien d'Éthiopie. J'ai fait ma thèse sur l'histoire de l'éducation en Éthiopie, mais j'ai été amené depuis 10 ans à enseigner l'histoire de l'éducation sous la colonisation dans divers masters et à enseigner l'histoire de la colonisation au niveau licence. Donc ce dont je vais vous parler là, c'est pas mes propres recherches, vraiment, mais c'est le fruit de cours que je construis donc, depuis plusieurs années. Alors, la question de l'éducation sous la colonisation, alors évidemment, l'éducation c'était un des éléments clés de la colonisation, même si, comme je vais vous le dire, c'était un phénomène extrêmement minoritaire. Mais là, en une petite heure, je pense parler entre 45 minutes et 1 heure, je ne vais pas évidemment être en mesure de montrer
toutes les nuances, toute la variété du phénomène, puisque l'éducation coloniale se déploie sur de très grands espaces, donc en Afrique, en Asie, en ce qui concerne les empires coloniaux du 19e et du 20e siècle. Dont il y a les modèles, si on peut appeler ça modèles français, britanniques, portugais, etc. Donc, des territoires variés, des modèles éducatifs variés, des tensions aussi à l'intérieur même des politiques des mêmes pays, des acteurs extrêmement variés, puisqu'il y a les missionnaires, les enseignants coloniaux, les sociétés africaines, évidemment, nous y reviendrons. Donc je vais donner simplement un cadre assez général, et évidemment la discussion nous permettra d'entrer dans les détails et de nuancer aussi, évidemment, les propos. Oui, et extrêmement varié dans le temps aussi, puisque en gros, du milieu du 19e siècle à 1960 aux indépendances, évidemment, les politiques et les dynamiques scolaires de socialisation ont changé. Alors, pour mesurer le phénomène quand même rapidement, ça c'est important, je disais que l'éducation est un phénomène extrêmement minoritaire, en dépit de tous les grands discours sur les aspects positifs de la colonisation. Par exemple, en 1924, le ratio entre les effectifs scolaires et la population en âge d'être scolarisé était de 1 pour 90 en Indochine, 1 pour 447 en Afrique occidentale française, 1 pour 36 à Madagascar et 1 pour 9 en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc le maximum c'est la Nouvelle-Calédonie, on a à peine 10% d'élèves en âge d'être scolarisés. Aux indépendances en 1960, la moyenne à l'échelle de l'Afrique, au niveau du taux de scolarisation, était de 10%. Et si on tient en compte qu'à partir de l'après-seconde guerre mondiale, on a une très forte croissance des effectifs scolarisés, ça permet de mesurer ce qu'il en a été jusqu'à avant la seconde guerre mondiale. Alors, je vais parler j'ai construit un peu cette présentation en gros en 3 temps. Le premier, c'est l'idéologie de l'éducation coloniale et ses finalités. Pourquoi est-ce qu'on veut éduquer, scolariser et coloniser? Deuxièmement, quels sont les contenus, rapidement, de cette éducation, de l'éducation qui a été dispensée. Et troisièmement, quelles ont été les dynamiques sociales de scolarisation de la part des sociétés africaines. Donc, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que l'éducation sous la colonisation s'inscrivait dans la mission civilisatrice. Vous connaissez probablement la citation que vous voyez derrière vous, donc Jules Ferry, dans le discours sur la colonisation à la Chambre des députés le 28 juillet 1885. Donc, en gros, vous connaissez le discours, j'imagine, mais il justifie la colonisation pour 3 raisons. La première, c'est l'économie. La production française a besoin de débouchés. La deuxième, c'est le nationalisme, si vous voulez, où on se rend compte que l'Angleterre colonise, on est en concurrence avec l'Allemagne par rapport à l'Alsace-Lorraine, etc. Et pour déjà redorer le blason suite à la défaite face à la Prusse et dans les logiques nationalistes de cette époque, il s'agit de redorer le blason national. Et la troisième raison, c'est la mission civilisatrice. Donc voilà, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je dis qu'il y a pour elles un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. De nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation. Alors, il y aurait énormément de choses à dire sur ces 3 phrases, sur ce court passage, mais je dirais simplement que cette notion de mission civilisatrice a fourni le cadre idéologique à l'impérialisme français au XIXe et XXe siècle. Donc il repose sur l'idée que la France a une mission spécifique de coloniser ce qu'elle considère comme retardé, donc barbare, ignorant, superstitieux, sauvage, etc. Et pendant la période coloniale, tous les pays ont le sentiment d'avoir ce devoir. Par rapport à la Grande-Bretagne, il faut aller voir le poème de Rudyard Kipling, The White Man's Burden, le fardeau blanc, qui explique un peu la même chose. Mais la France est le seul pays qui l'a érigé vraiment au statut de doctrine officielle de son impérialisme. Alors, pour une déclinaison scolaire, on a cette citation de William Merleau-Ponty, qui était le gouverneur général de l'AOF à ce moment-là,
Donc l'enseignement tel que nous le concevons en l'état actuel de l'Afrique occidentale française se propose en effet un double but. D'une part, être pratique, servir directement au développement économique des colonies du groupe et diriger nos populations dans le sens des progrès agricoles et industriels. D'autre part, être l'instrument le plus efficace de notre œuvre civilisatrice, imposer aux indigènes qu'ils peuvent et doivent améliorer leurs conditions d'existence, éveiller en eux le désir du mieux-être et leur donner le moyen de le réaliser. Donc on voit aussi ce que contient l'idée de civilisation à travers, dans la mission civilisatrice, qui est une maîtrise de soi. Être civilisé, c'est la maîtrise de soi et de la nature, éliminer les superstitions et l'ignorance dans la science et l'éducation. Donc ça comprend d'une part la vie matérielle et de l'autre une forme de moralité, c'est-à-dire les normes morales européennes et la vie matérielle et européenne. Donc ça suppose aussi une absence de morale, de valeur et de vie matérielle chez les colonisés. Et ça, c'est quand même assez propre à la colonisation. Au cœur même de la mission civilisatrice et de l'éducation coloniale, on trouve une hiérarchisation des races, donc je ne vais pas en parler encore une fois, mais il faut vraiment le préciser, parce que nous verrons après que c'est important sur les contenus des enseignements. Donc là, c'est une citation de Georges Hardy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur. C'est un personnage absolument clé de la colonisation. C'est un praticien, puisqu'il a été responsable de l'éducation, en gros, du milieu des années 1910 jusqu'à la fin de sa carrière à la Seconde Guerre mondiale. Il a été responsable de l'éducation en AOF, au Maroc. Il a fondé l'école coloniale à Paris, qui formait les administrateurs coloniaux. Et il a ensuite été à nouveau responsable de l'éducation au Maroc. Donc il a théorisé beaucoup, il a écrit plusieurs livres, nous en parlerons tout à l'heure, et il était extrêmement lu à son époque. Donc voilà ce qu'il dit dans son histoire de la colonisation française en 1931. Il est certain que l'enseignement des indigènes ne peut se donner les mêmes programmes et les mêmes méthodes au Tonkin et au Congo. Il s'adresse ici à des populations tout à fait barbares, là à des races dont la civilisation, pour différente qu'elle soit, est plus ancienne que la nôtre. Au Tonkin, on pourra à la rigueur prévoir l'organisation de l'enseignement secondaire et supérieur. Au Congo, l'enseignement primaire, à ses débuts, devra réduire ses programmes les plus modestes et demeurer strictement concret. En fait, cette mission civilisatrice, elle se fonde sur l'idéologie du progrès, marquée par l'évolutionnisme historique qui a un lieu commun au XIXe siècle et dans une grande partie du XXe siècle. C'est une notion du progrès qui conçoit l'histoire de l'humanité selon une ligne droite. Donc l'idée qu'il existe un processus de civilisation qui est linéaire et unique pour toute l'humanité. Mais en fait, c'est aussi le temps historique de la modernité, de la représentation de la modernité. Donc évidemment, les pays européens se considèrent comme l'aboutissement de cette destinée. Ils ont atteint le stade civilisé, ils sont l'humanité adulte, et les autres populations sont des humanités encore dans l'enfance. Donc, par rapport à cette vision d'une histoire comme ça, civilisationnelle, si vous voulez, linéaire, on place les différentes populations sur une échelle de temps. Vous voyez, donc on a tout en haut les Européens, évidemment, juste en dessous les civilisations asiatiques, le Tonkin, la Chine, d'une certaine manière un petit peu l'Inde. Donc c'est des grandes civilisations, mais quand même qui ne sont pas arrivées au même stade que nous. Juste en dessous, les civilisations musulmanes, qui ont aussi connu leur âge d'or, etc., mais qui ont stagné, et complètement en dessous, les primitifs, c'est-à-dire les Africains, les peuples de l'Amazonie, etc. Donc c'était très, très, très puissant comme idéologie. Si on regarde les manuels scolaires jusqu'aux années 30, en France, les manuels scolaires de la France, elles expliquent clairement, les manuels d'histoire notamment, ces classements. Avec des caractéristiques pour chaque peuple, évidemment. Les Chinois sont industrieux, les musulmans sont fourbes et les Noirs paresseux. Donc on le lit clairement. Donc, voilà. Alors, d'une certaine manière, la mission civilisatrice permettait de résoudre la tension entre, pour le régime républicain, pour un régime qui se disait héritier des valeurs de 1789, donc progressiste, et l'entreprise de domination coloniale, c'est-à-dire on domine, mais pour faire progresser. D'accord ? Donc ça permettait un peu de résoudre cette contradiction.
Alors, un élément extrêmement important de l'éducation coloniale, et là je rentre plus dans l'éducation, c'est la conquête morale. Donc ça... Le terme est clair. Donc là, je recite Georges Hardy dans son livre, je dirais, le plus célèbre, qui s'appelle Une conquête morale, l'enseignement en AOF, paru en 1917. Donc, pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises, nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens, et le moyen le plus sûr, c'est de prendre l'indigène dès l'enfance, d'obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite, en un mot, de lui ouvrir des écoles où son esprit se forme à nos intentions. Donc là, c'est une phrase extrêmement connue et qui condense aussi pas mal de choses. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que la conquête morale doit suivre la conquête militaire, d'accord ? C'est-à-dire, après avoir conquis les territoires, conquérir les esprits. Donc on voit bien une des fonctions de l'institution éducative de la colonisation qui est d'être un substitut à la violence coloniale dans l'imposition de la domination européenne. Alors, gagner les indigènes à nos intentions, c'est-à-dire faire aimer la métropole, faire à la fois aimer et à la fois craindre la métropole, d'accord ? Donc j'y reviendrai ça quand je parlerai tout à l'heure des contenus scolaires. Alors un autre des objectifs connus aussi, c'est de former les auxiliaires de la colonisation. Alors là, vous connaissez tous Amadou Ambateba, ce magnifique livre, Intitulé l'enfant Peul, que j'impose de lire à tous les étudiants qui prennent le cours d'éducation et colonisation. Donc il y a cette citation qui est, alors c'est en 1912, c'est quand Amadou Ambateba était enfant, donc ça c'est 1912, l'année où il est entré à l'école. À l'époque, les commandants de cercle, donc les Français, avaient 3 secteurs à alimenter par le biais de l'école. Le secteur public, enseignants, fonctionnaires subalternes, médecins auxiliaires, etc., où allaient les meilleurs élèves. Le secteur militaire, car on souhaitait que les tirailleurs, spahis et goumiers aient une connaissance de base du français. Enfin, le secteur domestique, qui héritait des élèves les moins doués. Le quota annuel à fournir pour les 2 premiers secteurs était fixé par le gouverneur du territoire. Les commandants de cercle exécutaient la commande en indiquant au chef de canton et au chef traditionnel combien d'enfants il fallait réquisitionner pour l'école. Donc, cette citation contient aussi énormément de choses, donc on pourrait... Voilà, donc on voit déjà une hiérarchisation des colonisés scolarisés. On voit aussi un mode de recrutement qui avait lieu avant la Première Guerre mondiale, qui était le recrutement forcé, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça, j'y reviendrai à la fin de cette présentation, sur cet aspect-là. Donc, créer une élite colonisée qui servirait d'auxiliaire de la colonisation et qui jouerait le rôle d'intermédiaire aussi entre leur société et le régime colonial. Pourquoi ? Parce que il faut que ces populations, il faut que les scolarisés, les diplômés, évidemment, en faisant intermédiaire, fassent aussi aimer la colonisation auprès de leur peuple, et aussi l'idée qu'ils, comme ils sont plus proches de la population colonisée, ils vont réussir plus facilement à les convaincre et à les contrôler, mais aussi, mis à part l'Algérie, finalement, en Afrique, il n'y a pas de colonie de peuplement. Ce qui veut dire que la colonisation n'a pas les moyens humains pour fonctionner. Donc, on est aussi obligé de former des colonisés. Et finalement, c'était à la fois un mélange de volonté et un mélange de pis-aller. C'est-à-dire, je pense qu'on aurait préféré avoir des administrateurs finalement français d'une certaine manière, et on le voit par la crainte de créer des déclassés. C'est-à-dire que les responsables de l'éducation coloniale avaient extrêmement peur de faire des colonisés trop éduqués, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir revendiquer un statut égal. Et là, une autre citation qui est du gouverneur Martial Angoulement, donc gouverneur de l'AOF en 1925. Il serait bon de désigner par des noms différents les diplômes européens et les diplômes locaux. En fait, il y avait 2 systèmes parallèles, un pour les Européens, un pour les colonies. Ne serait-ce que pour enlever aux instituteurs indigènes l'espoir injustifié qu'ils caressent et que certains d'entre eux ont réalisé de se faire accorder, par une assimilation inadmissible, le traitement des maîtres européens. C'est-à-dire que l'éducation coloniale doit civiliser les colonisés, mais quand même pas
à égalité avec les Européens, c'est-à-dire qu'il faut maintenir absolument les hiérarchies coloniales. Alors, une autre citation, alors j'ai mis beaucoup de citations, parce que je trouve ça plus intéressant que vous voyez directement les textes. Alors, une autre citation de Georges Hardy, décidément, ce monsieur, c'est un puits là, pour... quand on lit ces livres, il y a absolument tout dedans. Alors j'aurais pu... vraiment, ce qui était dur, c'était de les choisir, ces citations, tellement elles sont nombreuses et parlantes. Donc là, voilà ce qu'il dit. Il s'agit en effet de faciliter l'accès des carrières administratives à ceux dont la famille a toujours secondé avec honneur notre œuvre civilisatrice et mis son prestige héréditaire au service de nos intentions. Il s'agit de distinguer parmi les autres ceux dont les qualités de caractère sont absolument certaines et il faut surtout éliminer avec un soin impitoyable tous ceux dont les facultés, même brillantes, sont insuffisamment équilibrées, tous ceux qui pousseront leurs congénères à des révoltes et qui garderont toute leur vie d'inquiétude et la cruauté des loups mis en cage. Donc, en fait, c'est pas la peine de commenter, je crois que c'est clair. Donc, alors là, il y a quelque chose d'important par rapport à toutes ces craintes, c'est l'adaptation. C'est-à-dire, on en parlait au début avec madame de nos ancêtres les Gaulois, même si on peut le retrouver écrit dans une salle de classe comme vous l'avez vu en 1971, en fait, c'était pas du tout la même éducation pour les petits Français. La théorie était l'adaptation. Alors l'adaptation a plusieurs raisons à cela. Alors c'est la grande théorie éducative développée par des gens comme Georges Hardy, Merleau-Ponty et les grands théoriciens de l'éducation coloniale. Première raison, adapter l'éducation à son milieu. C'est-à-dire, comme les petits Africains et Africaines ne doivent pas devenir non plus des Français, ils devaient évoluer dans leur milieu. L'idée c'est qu'ils grandissent en Afrique. Et donc, on mettait dans la géographie voilà, l'environnement des enfants. Pour ne pas créer de déracinés, aussi parce qu'un déraciné est dangereux. Et on a aussi l'idée de société africaine rurale, dont les valeurs sont inscrites dans la ruralité et qu'il faut développer. D'accord ? Donc là, on est aussi dans un aspect qui se veut aussi humanitaire et respectueux des cultures, mais qui en fait est condescendant et raciste. L'adaptation repose aussi sur l'idée d'infériorité intellectuelle des colonisés. D'accord ? Et on l'a vu tout à l'heure avec la citation de Georges Hardy qui dit « Au Tonkin, on pourra avoir des établissements secondaires, mais pas au Congo ». Donc, c'est par rapport à cette hiérarchie des races. Donc, une autre citation de Georges Hardy qui est « Il faut mesurer l'enseignement aux aptitudes actuelles et réelles de l'indigène ». C'est-à-dire s'assurer qu'il puisse bien comprendre ce qu'on lui enseigne. D'accord ? L'idée d'assimilation, de faire des Africains des Français, a été rejetée finalement très rapidement, hein, dès la fin du XIXe siècle, pour mettre l'adaptation à la place. Donc, en fait, avec cette idée d'adaptation est jointe l'idée d'association qui est que les colons et les colonisés doivent vivre dans une situation d'interdépendance réciproque et hiérarchisée. D'accord, fondé donc évidemment sur un rapport de domination. On considère qu'il est très utile pour les Noirs, je parle le langage des colonisateurs évidemment, très utile pour les Noirs de servir les Blancs car ils sont plus instruits, plus avancés et qu'à leur contact, les Noirs peuvent progresser plus rapidement. De notre côté, les Blancs ont besoin de bras et du travail des Noirs. Okay. Donc en gros, l'association se présente comme une conception de complémentarité inégale où l'un est subordonné à l'autre, mais pour les intérêts de tous. D'accord ? Donc, l'éducation, et là je vais bientôt arrêter parce que je vais me répéter, l'éducation des colonisés était une éducation au rabais par rapport à l'éducation dispensée en France. Et l'expression éducation au rabais a été extrêmement utilisée, notamment par les mouvements anticoloniaux, par les mouvements anti-africains, africains anticoloniaux. Je vous disais tout à l'heure qu'un des objectifs de l'éducation coloniale était de faire aimer et de faire craindre la France et craindre et aimer la France et les métropoles en général. Donc là, je vous donne un exemple tiré d'un manuel scolaire qui était utilisé au Soudan français à la fin du XIXe siècle, où les jeunes Africains pouvaient lire « Les Français sont aimés des autres peuples parce qu'ils font du bien et apportent la richesse. Ils sont reconnaissants du bien qu'on leur fait et ont à cœur de tenir leurs promesses. » Sous-entendu, aussi, il ne faut pas les trahir.
De la même manière, encore une fois, ce fameux Georges Hardy, qui a aussi conçu les programmes, disait que la géographie de la France enseignée en Afrique ne devait pas être une géographie de la France, devait montrer la puissance française à travers la géographie. Ce qui n'est pas la même chose. Alors là, je vais vous donner un exemple de chansons chantées au Congo belge. Alors, on n'est plus dans la colonisation française, mais il y avait énormément de circulation entre les différentes colonies, y compris entre les espaces anglophones et francophones. Et ça, c'est pas très connu, c'est en train d'être documenté. Il y a beaucoup de recherches menées actuellement sur les circulations de modèles scolaires entre les différents espaces. Alors, voilà ce que chantaient les enfants au Congo belge dans les années 30. Oh, quelle joie de marcher. Alors, je ne connais pas l'air de la mélodie, mais c'était un air un petit peu militaire, vous voyez. Oh, quelle joie de marcher dans la brousse, se suivre comme des canards avec de lourdes malles au dos. Actuellement, nous nous reposons, beaucoup d'automobiles sur les routes, de grands bateaux sur le fleuve nous remplacent. Donc là, vous voyez bien, bon, déjà, bon, c'est super d'être reporter par rapport au travail forcé, mais ce qui est beaucoup mieux, c'est que les Belges ont apporté les voitures, les bateaux, le progrès, donc c'était bien de porter, mais maintenant on n'a même plus à porter. Autrefois, nous étions des idiots avec des vices de tous les jours, des chics aux pieds, la tête pleine de teigne. Merci nos révérends pères. En fait, c'est d'une violence extrême. Hein. C'est souvent le cas. Hein. Donc voilà, ça aussi, je pense que ça se passe de commentaires. Les points essentiels, finalement, de l'éducation coloniale, c'était l'éducation morale. Donc là, on le voit d'une certaine manière, hein, l'éducation morale et les langues. Alors par rapport aux langues, là je vais y passer un petit moment, peut-être 5 minutes. Il y a eu beaucoup de débats par rapport aux langues. C'est-à-dire que est-ce qu'on apprend en français ou est-ce qu'on apprend dans les langues locales? Comme vous le savez peut-être, les missionnaires, qui étaient aussi pour certains des érudits, dès le XVIIIe siècle, et de façon accélérée au XIXe, quand ils sont venus en nombre dans les colonies, ont appris les langues locales, créé des dictionnaires, créé des grammaires, etc. Alors pourquoi? Parce qu'ils considéraient qu'on touche plus facilement le cœur des personnes qu'on veut évangéliser dans leur propre langue. D'accord? Bon, c'est pas si simple, il y a aussi un vrai intérêt chez certains pour les populations. Hein. Il y a tout type de profils parmi les missionnaires. Hein. On trouve des esclavagistes aussi bien que des anti-esclavagistes, on trouve de grands humanistes aussi, c'est un peu compliqué. Bref. Alors, premier argument, hein, on touche plus facilement les colonisés dans leur langue. Un argument aussi, c'est qu'il faut connaître la langue des colonisés. Et là, par exemple, en Algérie, les colonisateurs craignent énormément l'arabe. Ils ont très peur des écoles qui se développent en arabe, parce qu'évidemment, la contestation peut s'y répondre. D'accord? Donc, d'un côté, la langue locale peut être intéressante, d'un autre côté, on la craint. D'accord? La langue française, par contre, et c'est évidemment elle qui a pris la part du lion, on considère qu'il faut apprendre en français d'abord parce qu'évidemment, c'est une langue qui représente une civilisation supérieure et que les langues véhiculent des valeurs, des visions du monde, etc. Il faut que les colonisés parlent le français parce que pour qu'ils comprennent les ordres qu'on leur donne et pour qu'ils fassent fonctionner l'administration, il faut qu'ils parlent français. Et ensuite, on considère aussi qu'une langue crée de l'amitié, c'est-à-dire une proximité affective. Et ça, les personnes parmi nous qui parlons de langue étrangère, je pense qu'on peut le ressentir, cette chose-là. Donc il y avait aussi cette idée de créer de l'amitié à travers la langue française. Bon, ça on pourra en parler après, mais on n'est pas sorti de ça. Hein. Aujourd'hui encore, en Afrique, les pays débattent et se débattent pour mettre en place une éducation locale, ce qui est compliqué. L'éducation coloniale comme processus genré maintenant assez rapidement. En fait, les empires, la construction des empires, comme la construction des États-nations, sont des processus extrêmement genrés. C'est-à-dire que quand les empires se créent, ils pensent aussi des rôles spécifiques, ils redéfinissent des rôles spécifiques pour les hommes et pour les femmes, dans le but de se construire, de s'établir et de se reproduire. Donc sous la colonisation, très rapidement, alors ça a démarré avec les missionnaires et ça a continué avec les laïcs, si on peut dire. Alors là, je renvoie aux travaux de Pascal Barthélémy, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Africaine et diplômée, sur l'école de Rufisque au Sénégal, qui formait les sages-femmes et les institutrices africaines.
Et elle montre très bien que la colonisation s'est adressée aux femmes avec cette idée qu'on retrouve aujourd'hui dans le développement, que éduquer une femme, c'est éduquer toute une famille, et qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute la société. Donc on pense qu'à travers l'éducation des femmes, alors on veut former de bonnes mères et de bonnes épouses, ou alors des sages-femmes, des infirmières, des enseignantes, c'est-à-dire, en gros, que les qualités, non pas les compétences féminines, servent à toute la communauté et plus seulement à la famille. Et donc on se dit que à travers les femmes, on peut faire aimer la France et on peut transformer les habitudes intimes des colonisés, et on considère que on civilise de façon plus efficace en changeant les petites habitudes, par exemple vestimentaires, alimentaires, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, toute cette discipline, cette économie domestique. On considère donc qu'on peut civiliser plus efficacement par ce biais-là que par des discours. Et ça, on retrouve ça absolument dans tous les territoires coloniaux. Donc voilà, l'éducation des femmes est essentielle à ce niveau-là. Et autre point, on considère qu'il faut que les jeunes hommes dits évolués, c'est-à-dire passer par l'éducation coloniale, aient des épouses à leur niveau, des épouses complémentaires. Et par exemple, l'école de filles de Rufisque dans la banlieue de Dakar et l'école William Conti à Dakar organisaient un peu comme des rallyes aujourd'hui dans les grandes sociétés bourgeoises, c'est-à-dire des soirées très contrôlées avec les jeunes garçons de William Conti et les jeunes filles de Rufisque pour qu'en fait ils se marient après. Et on considère que ce couple moderne évolué pourrait être un modèle pour toutes les sociétés africaines et les tirer vers le haut, etc. etc. Donc on voit bien, j'espère avoir bien montré ce côté extrêmement genré de l'éducation coloniale aussi. Donc évidemment, les jeunes filles apprenaient l'éducation domestique, l'agriculture, la couture, etc. Alors, je ne sais pas où j'en suis. Alors, la dynamique sociale maintenant, alors on a vu tout à l'heure avec Emmanuel Mbakela qu'il y avait la pratique du recrutement forcé, notamment, mais pas seulement, il y avait aussi des demandes d'école de la part des Africains eux-mêmes. Donc ça dépend vraiment des régions, ça dépend des périodes aussi. C'est assez difficile de rentrer vraiment dans les détails, mais je vais vous donner quelques exemples en fait, pour mieux comprendre ça. Alors on a souvent dit, en tout cas dans les premières études qui ont été faites dans les années 60, que alors au départ les Africains ne voulaient pas de l'école coloniale, donc ont résisté, et que progressivement ils ont petit à petit accepté l'école. Bon, c'est faux en fait, c'est-à-dire qu'il y a à des moments une volonté de scolarisation, à des moments non, puis ça dépend suivant les espaces, etc., etc. Il est vrai que le recrutement forcé a été assimilé à certains moments au travail forcé, tout simplement. C'est-à-dire on vient, on prend des enfants, on les emmène à l'école. L'école des otages est un bon exemple. Vous en parlerez mieux que moi, mais vous avez entendu parler de l'école des otages ou pas? C'est l'école montée par Faidherbe à Dakar, je ne sais pas de bêtises. En 1854, et ça a été la première école, enfin une des premières écoles françaises. Donc l'école des otages, elle a été créée par Faidherbe à Saint-Louis en 1854, et ça a été une des premières écoles françaises au sud du Sahara qui s'intéressait aux indigènes. Savoir que Saint-Louis était une commune française, donc c'était assez particulier, quoi. Et pour reprendre les citations, donc, dans un discours, le discours de remise des prix à l'école des otages en 1863, Faidherbe dit « Qui pourrait dire que nous devrions tendre à la destruction des races indigènes d'Afrique, comme en Amérique ou en Australie? Nous devons au contraire favoriser leur développement pour qu'à l'avenir elles fournissent en abondance des produits tropicaux manufactures de l'Europe. » Discours prononcé le 14 juillet 1863 à la remise des prix à l'école des otages. Donc ça complète bien. Et donc, puisqu'on parlait du recrutement, donc l'école des otages, les premiers recrutés c'était des otages, et l'ARCEP à l'administration française, comme toute administration d'occupation, on a connu ça en France dans les années 40, prendre des otages. Maintenant, on va prendre comme otages ce qu'on va considérer comme étant les fils de chef. Chef, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un chef de gare? Pardon, il n'y a pas le train, mais toute l'administration politique, tous les gens qui ont un peu de pouvoir, on va appeler ça des chefs.
on va prendre les fils de chef pour maintenir leur papa comme il faut. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces fils de chef? Eh bien, on va les mettre à l'école. On va créer une école spécialement pour eux. Donc ça, c'est l'histoire de l'école de l'otage, qui ensuite, on parlait de l'école William-Ponty, qui va donner l'école William-Ponty un siècle après, d'où sont sortis tous les premiers chefs d'État des indépendances. Alors, un des problèmes, si je peux me permettre, avec le recrutement, c'est que les gens qui envoyaient, dont on prenait des enfants, et dont les enfants ont été scolarisés, n'étaient bien évidemment pas les vrais fils des chefs. D'ailleurs, ça montre aussi ça, les fils, un problème de connaissance et de compréhension, c'est-à-dire que la filiation, très souvent en Afrique de l'Ouest, est une filiation matrilinéaire ou matrilinéaire croisée. C'est-à-dire que le pouvoir va être hérité non pas du père, mais de l'oncle maternel. Donc quand on prend les fils, bon, c'est un petit peu un non-sens, c'est pas eux qui hériteront du pouvoir, mais c'est eux qui vont être mis quand même au pouvoir. Qui plus est, on va mettre comme les supposés parents, les supposés chefs, vont envoyer des enfants de familles subordonnées, on dit des esclaves, j'aime pas beaucoup esclaves, le mot esclave en l'occurrence, mais vont envoyer des gens qui seront des, on va dire, captifs, et qui vont donc usurper l'identité, qu'on leur imposera cette usurpation d'identité. Sauf que c'est eux, après, qui vont prendre le pouvoir par rapport aux gens qui détenaient légitimement le pouvoir. Donc, je ne vous dis pas pour l'heure que ça fait. Merci beaucoup. La façon dont vous avez terminé est très bien, parce que je voulais parler ça ensuite. Non, mais c'est très bien. C'est que justement, pareil, on a eu tendance à dire, bon, c'est d'abord les fils de chefs qui ont été colonisés, ou en tout cas scolarisés, ou en tout cas les personnes qui déjà avaient du pouvoir avant la colonisation, qui ont reproduit leur ancien pouvoir sous la colonisation grâce à la scolarisation. Alors ça a été vrai dans certains cas, faux dans d'autres. C'est-à-dire que quand il y avait des recrutements forcés, dans certains villages, on envoyait effectivement, si par exemple moi je suis un chef, j'envoie effectivement mes enfants ou des gens de ma famille, mais si j'ai pas envie, j'envoie plutôt mes esclaves. Et certaines populations qui étaient aussi dominées ou esclaves avant la colonisation ont utilisé la scolarisation pour transformer aussi leur position de pouvoir. Donc il y a eu beaucoup de cas. Il y a un cas extrêmement exemplaire, c'est le cas de la famille Tall, dont parle Amadou Mpateba aussi. Alors je ne sais plus dans quel livre, mais Mpateba il était lié aux Tall de Bandiagara. Alors les Tall, c'était de très grandes familles avant la colonisation. Et la famille des Tall de Bandiagara, dont il vient Amadou Mpateba, a saisi l'opportunité de l'éducation coloniale. Ils ont envoyé beaucoup de leurs enfants à l'école. Par contre, les Tall de Nioro, une autre ville, ont fait le contraire, ont fondé un nombre extrêmement important d'écoles coraniques pour s'opposer justement à l'école coloniale. Donc on voit comment deux mêmes familles, mais deux branches différentes, ont eu des stratégies totalement différentes aussi vis-à-vis de l'éducation coloniale. Un point moi, qui me semble vraiment important, c'est que la façon dont les colonisés ont choisi, ou enfin non, pas choisi en fait, ont été de manière forcée de se saisir de l'éducation coloniale pour s'adapter en fait aux nouvelles structures qu'on leur imposait et pour un peu moins les subir. Et là il y a une citation absolument magnifique qui est tirée du livre L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, qui encore une fois, que les étudiants sont obligés de lire, c'est un livre magnifique. Alors là, dans ce passage, c'est la femme du chef de village qui s'exprime, qui fait une déclaration à la population de son village, qui leur dit « Simplement, je tire la conséquence de prémices que je n'ai pas voulu. Il y a 100 ans, notre grand-père, en même temps que tous les habitants de ce pays, a été réveillé un matin par une clameur qui montait du fleuve. Il a pris son fusil et, suivi de toute l'élite, s'est précipité sur les nouveaux venus. Son cœur était intrépide et il attachait plus de prix à la liberté qu'à la vie. Notre grand-père ainsi que son élite ont été défaits. Pourquoi? Comment? Les nouveaux venus seuls le savent. Il faut leur demander. Il faut aller apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Au surplus, le combat n'a pas cessé encore. L'école étrangère est la forme nouvelle de la guerre que nous font ceux qui sont venus, et il faut y pousser notre élite en attendant d'y pousser tout le pays. D'accord? Donc c'est très clair.
On a une guerre à mener aussi à travers l'école, et c'est à travers l'école, c'est par la conquête de leur savoir, de leur code culturel, qu'on arrivera à leur résister. Et ça, c'est vraiment important. Et là, je sais pas, il y a une expression magnifique de Kateb Yassine à propos de la langue française, où il appelle ça le butin de guerre. Voilà, on a dû se battre, il nous reste ça. Un peu comme si on avait pris les armes de l'ennemi, même s'il avait réussi à nous dominer. Et évidemment, hein, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais les mouvements anticoloniaux ont été montés et organisés par les personnes, comme je l'ai dit, qui sont passées par l'éducation coloniale. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient le jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire s'adresser à la fois aux colonisés, à la fois aux colonisateurs, et les délégations de l'FLN qui se rendent à l'ONU pour défendre leur cause, eh ben, il en faut bien parler la langue des colonisateurs et maîtriser les codes politiques, culturels, moraux, etc. des colonisateurs pour pouvoir se faire entendre. Donc, elle est magnifique cette citation, décidément. Autre chose, il y a une étude magnifique de Carol Summers, c'est un livre en anglais qui s'appelle Colonial Lessons, qui montre comment, dans l'actuel Zimbabwe, donc en Rhodésie du Sud, pendant qu'une politique ressemblant très fort à l'apartheid se mettait en place dès les années 20-30, comment est-ce qu'en fait les Africains eux-mêmes ont joué certains missionnaires contre les autres pour avoir des écoles de bonne qualité en anglais, de manière à pouvoir s'adapter, encore une fois, aux nouvelles structures racistes et de domination qui leur étaient imposées, pour pouvoir jouer leur carte dans ce jeu-là. Alors on a des exemples de chefs de village, par exemple, qui... alors il y avait des écoles mises en place par des missionnaires allemands, dont j'ai oublié le nom, je suis navré, qui étaient des écoles d'un niveau absolument lamentable. Les enfants pouvaient y rester 5 ans sans parler un mot d'allemand ou d'anglais, et en gros ils passaient leur temps à faire des travaux forcés pour la vie des missionnaires. Voilà, ils travaillaient au champ, ils construisaient les maisons, etc. Et un chef de village a envoyé une lettre au gouverneur du pays en disant voilà, nous on veut une vraie école, on ne veut pas faire des écoles au rabais, mais en fait on est une école de missionnaires. Le gouverneur lui répond c'est hors de question, c'est nous qui décidons. Et là il lui répond bah, ok d'accord, donc moi je vais appeler les missionnaires américains qui sont à 50 km de là, ils seront ravis d'ouvrir une mission et ils nous feront une meilleure éducation que celle que vous avez faite. Résultat, il l'a fait. Donc il a fait venir des Américains qui ont fait une école en effet de meilleure qualité. Et bon, finalement, il a subi des pressions, etc. L'école a été fermée, les missionnaires américains se sont fait avoir. Mais tout ça pour dire que les colonisants ont pu avoir des stratégies aussi de mise en concurrence de différents pouvoirs impérialistes pour pouvoir mieux tirer leur épingle du jeu. Donc là, on est vraiment dans une situation où on est coincé, on est dominé. Quelle stratégie on peut mettre en place, de quels outils on peut disposer pour essayer un minimum de s'en sortir. D'accord ? Et ça, je pense que c'est au-delà de la dichotomie acceptation-résistance. La résistance, elle a été claire. Je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher à comprendre les dynamiques sociales scolaires des colonies. Voilà, juste pour finir, simplement dire en effet que les mouvements anticoloniaux ont été mis en place, organisés par les produits des systèmes scolaires coloniales. Alors, pareil, les figures de l'évoluer, entre guillemets, ont été très nombreuses. Hein. Il pouvait très bien y avoir des personnes qui, en effet, adoraient la France, qui y étaient soumis, d'autres qui ont voulu utiliser l'école simplement pour améliorer leur quotidien aussi, hein, pour avoir un salaire, etc. Enfin, comme voilà. D'autres qui ont résisté. Et c'est pas un hasard si le Rassemblement démocratique africain, donc un des partis qui a mené les pays africains à l'indépendance, a été surnommé le parti des instituteurs. C'est pas un hasard non plus si tous les chefs d'État, et vous l'avez dit, ensuite, non seulement étaient issus du système colonial, mais pour la plupart étaient des profs, en fait, en Afrique. Nyerere, c'était un prof, Claude Boigny, c'était un prof, Senghor, c'était un prof, quasiment tout était des profs. Bon, voilà, j'ai fini. Merci de votre attention.
prenne 4-5 questions d'un seul coup et après on répondra en même temps. Merci pour la conférence. Je voulais dire aussi, vous nous avez fait remarquer que la colonisation avait fait des différences entre l'Asie et l'Afrique. Pour avoir travaillé dans 7 ou 8 pays d'Afrique, je n'ai pas fait des statistiques là-dessus, mais j'ai observé, je me suis rendu compte que la politique, selon les pays, par exemple, d'Afrique sahélienne, entre le Sénégal, parce que vous avez pas mal de fois, et le Tchad, comme je vous disais tout à l'heure, le directeur de la santé en 71 faisait partie des 2 médecins qui existaient en Timbuktu, et que lorsqu'il était arrivé à la fin de l'école primaire, c'est-à-dire à la fin des années 40, début des années 50, il n'y avait pas de collège au Tchad, et donc il a bénéficié, entre guillemets, d'une possibilité d'aller en France, dans une famille française, pour poursuivre les cours de collège et de lycée, et ensuite il a pu faire médecine en France, etc., pour devenir un responsable politique. Et donc je pense qu'à l'intérieur de l'Afrique sahélienne, même soudano-sahélienne, la politique coloniale en matière d'éducation a dû, par les William Brontë, bien connu, est très différente. Deuxièmement, c'était une observation tout à fait limitée. Vous parlez du chant du Congo belge, et pour l'âge que j'ai, qui est donc déjà un peu ancien, parce que j'ai 78 ans, j'avais des petits cousins dont le père travaillait à la SNCF en Guinée-Conakry. En 47-48, ils étaient venus en vacances avec nous et ils nous ont appris le chant des Africains. Et nous, les Africains, qui revenons de loin. Et dans les années 60, on chantait ça, nous, sans comprendre, en se promenant en vacances. Et quand je suis allée dans les années 70 au Burkina, entre 2 séances avec des cadres pour se reposer, comme ça, dans la chaleur de l'après-midi, on discutait. Et j'ai vu que les cadres qui avaient 20 d'années ne savaient pas cette chanson, mais les cadres qui avaient 35 ans avaient appris ça à l'école. Et cette chanson, c'était pas comme l'autre, on ne dit pas vous êtes des idiots, mais on dit on est fiers de mourir pour la France, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanson bien connue de la colonisation. Voilà. Dans les citations que vous avez pu nous présenter, je n'ai vu que 2 mots qui référaient à la religion, donc révérend père. Quelle était la part de la religion dominante à cette époque en France dans les stratégies de l'éducation qui ont été appliquées? J'aurais voulu savoir aussi un petit peu les liens avec les ethnologues qui sont venus, je sais pas, à partir des années 20-30, je pense, dans la Ouest en particulier, je pense à Marcel Priot et au lien qu'il a eu avec Mpatemba. Du moins, Mpatemba, on parle, entre autres, et d'autres, bien sûr. Voilà. Et je m'autorise à vous raconter une toute petite anecdote qui se passe en Haute-Volta, à la fin des années de Volta, où dans une classe de CM2 en pays lobby, 70 enfants avec beaucoup de langues, etc., l'enseignement français. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, madame ministre, bon, ça c'est un peu normal, mais l'autre, et c'est là où c'est terrible, enfin, il me dit écrivain blanc. Donc, question extraordinaire et terrible. Voilà. Je pense que c'est peut-être un petit peu lié. Alors, également une anecdote personnelle, mais je ne voudrais pas que ce soit difficile pour vous. J'ai suivi ce qu'on pourrait appeler, c'est pas tout à fait ça, mais un stage en 1971, avant de partir comme colonisatrice, on va dire ça comme ça, et on nous forçait, entre guillemets, à lire Cheikh Abidou Khan, Amadou Hampâté-Bâ, Camara Laye, et le quatrième juillet, Irago Diop. Donc c'était déjà quelque chose
qui se faisait en 61. Et puis la question porte sur est-ce qu'on peut parler d'anachronisme? Je ne sais pas si je vous ai bien entendu. À une époque, surtout les missionnaires se plongeaient dans l'étude des langues locales, et en même temps en France, on empêchait de parler breton ou... Voilà. Et c'est que ce double mouvement... Oui, ça marche. D'accord, je vais commencer par la dernière, comme ça je n'ai pas à noter, c'est sûr, de pas oublier en route. C'est vrai que par rapport à ce double mouvement, je vais répondre par la bande en fait, c'est-à-dire que, vous allez voir, je sais pas bien d'éluder la question. Alors déjà, au même moment, les politiques ont pu être très variées et les missionnaires avaient finalement beaucoup d'indépendance, au moins jusqu'aux années 30. Et il avait des relations avec les États coloniaux extrêmement compliquées, c'est-à-dire des fois c'était main dans la main, y compris la France, hein. C'est-à-dire que la loi de 1905 aux colonies, elle ne s'est pas appliquée en fait en réalité. C'est-à-dire après tout, les missionnaires, si c'est des Français et c'est très bien qu'ils y aillent. Même s'il y a beaucoup plus de missionnaires dans les colonies anglophones, des fois les rapports ont pu être conflictuels entre les Français et les missionnaires, notamment sur la question des langues. Qu'est-ce que c'est que ces missionnaires qui apprennent en Wolof, qui enseignent en Wolof ou en Bambara, ou qui apprennent en français, donc il y a pu y avoir des bras de fer aussi entre les deux. Et des fois, bon, une simple cohabitation. Donc, c'est aussi... c'est pas les mêmes personnes, certains missionnaires qui peuvent vouloir évangéliser en langue locale et en même temps avoir un vrai intérêt, parfois, pour les populations, et le ministère de l'enseignement public en France qui veut empêcher les petits bretons de parler breton. Donc c'est aussi, je pense que c'est assez clair ce que j'explique, donc que ça dépendait des acteurs, des lieux, et puis finalement le pouvoir colonial n'avait pas un contrôle très puissant sur énormément de zones colonisées, hein. Ce qui est aussi, donc des fois les missionnaires avaient une marge de manœuvre assez importante. Ce qui rejoint aussi votre remarque sur le fait qu'il y a une distinction aussi à l'intérieur de l'Afrique au niveau des sites, parce que il y avait évidemment plus d'écoles dans les villes, sur les côtes, etc., que à l'intérieur du pays, par exemple. Plus les zones étaient contrôlées par la colonisation, plus il pouvait y avoir d'écoles. La part de la religion dominante en France et dans les stratégies appliquées. Donc, par rapport aussi à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux langues d'enseignement, c'est-à-dire que effectivement le pouvoir colonial français considérait que le christianisme c'était toujours mieux que le paganisme ou que l'islam. Même les laïcs, en fait, les laïcs ne le sont pas tant que ça en réalité. Ils considéraient quand même que le christianisme était un stade de civilisation supérieur par rapport aux autres religions. Et du coup, comme je le disais, en effet, il y a eu la loi de séparation de l'Église de l'État en France. Et il y a un article intéressant de Cabanel là-dessus qui s'appelle la loi de 1905, un article d'exportation de la République coloniale avec un point d'interrogation. Et il conclut que non. C'est-à-dire que c'est valable pour la France, mais pas spécialement pour les colonies. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien, mais... Donc il n'y avait pas de stratégie de christianiser de la part de l'État, mais il pouvait y avoir un soutien aux missionnaires qui évangélisaient parce qu'ils enseignaient le français, la civilisation française, et que c'était toujours mieux que rien. Et pour finir, une volonté par contre de contrôler les écoles musulmanes extrêmement forte. J'ai oublié de me rendre compte de le dire dans mon introduction, la colonisation n'a pas inventé la forme scolaire en Afrique. Il y avait des écoles en Afrique avant la colonisation, notamment dans tout l'espace sahélien, avec le développement des grands empires de Sokoto, du Massina au XIXe siècle. Il y a eu une construction d'écoles qui enseignaient soit en langue arabe, soit avec l'alphabet arabe, les langues locales, et c'était exactement comme ailleurs pour unifier le territoire, pour créer une culture commune, pour créer des administrateurs, etc. Donc l'école coloniale a balayé ces écoles ou, quand elle ne le pouvait pas, a tenté de les contrôler
en formant elles-mêmes les maîtres, etc. Donc, une bienveillance pour l'évangélisation et le christianisme d'une part, et d'autre part, une volonté de contrôler les écoles musulmanes. On peut considérer comme potentiellement subversives. Les liens entre les ethnologues, alors là par contre, je vous avoue, les liens entre les ethnologues et la colonisation, oui, enfin, on les connaît bien. Directement par rapport à l'éducation, je sèche là. Je connais des amitiés entre les gens en Patella, que leurs monos aussi, tout ça, mais j'en sais pas plus que ça. Par rapport à la laïcité de la République, on n'a même pas oublié qu'en Algérie, il y avait des citoyens français et des citoyens musulmans, français de statut musulman, ce qui est capable de faire quand même une république laïque. Il y a... il y a là-dessus la République impériale. Olivier Lecomte en maison. Bon, sinon, pour en revenir aux écoles donc on appelait des bédassas, ou des écoles qu'on appelait écoles coraniques, évidemment qu'il y avait un maillage d'écoles, et pour la création de l'école des otages, le premier problème qu'il y avait, c'était justement la concurrence d'écoles qui étaient là, qui étaient des écoles qu'on appelait écoles musulmanes. Maintenant, tout ça, c'est des choses qu'on voit surtout, enfin, en tout cas moi, que j'ai surtout vu en creux, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu les programmes de ces écoles. Toujours est-il qu'il y avait, donc ça je l'ai bien dit, une scolarisation qui est obligatoire. Tout le monde allait à l'école. Mais aller à l'école avec un alphabet, scolarisé avec un alphabet arabe. Quelqu'un comme Charles Ahmadou Bamba ou ses égales écrit en wolof avec l'alphabet arabe. Dans les années 20-30. Moi j'ai une question par rapport à votre... vous avez défini les caractères ou typologies de l'éducation à partir des années 1880. Mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution historique? J'ai l'impression que c'était comme si 1880 à 1960, est-ce que c'est toujours le même système? Vous avez dit au départ, c'est lié au refus d'une assimilation. Au contraire, certains disent qu'à partir justement de l'année 45, etc., il n'y a plus, mais plus une vision d'intégration, enfin non, plutôt une vision d'assimilation ou d'intégration qui apparaît, et moins cette politique de différenciation des années 1880. Est-ce que ça vous semble vrai? Est-ce que cette évolution à partir des années 45 a un effet dans l'éducation se retrouverait aussi? Ou est-ce que vous pensez que fondamentalement la ligne des années 1880 finalement dure jusqu'à 1960? Ou qu'est-ce qui évolue ou qu'est-ce qui n'évolue pas? Merci pour ces questions. Alors, votre remarque, c'était pas une question, c'était plutôt une remarque du coup, et ça m'a fait penser à quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est quand vous disiez que les choses ont été très variées, il y a eu des expériences très intéressantes en Algérie et en Tunisie au milieu du XIXe siècle, notamment en Algérie, menée par une certaine Madame Luce, qui était une Saint-Simonienne, et qui est arrivée à Alger en 1840. Alors là, il y a un excellent livre écrit par l'excellente historienne aussi, Rebecca Rogers, qui est qui a été ma directrice de thèse, mon mentor. Et bon, c'est en anglais malheureusement, mais donc elle a écrit une biographie scolaire, on va dire, en termes d'histoire de l'éducation de cette dame. Donc Madame Luce, donc Saint-Simonienne, donc les Saint-Simoniens avaient une vision de fusion des races, comme ils disaient, fusion des civilisations, de part et d'autre de la Méditerranée. Et donc elle est arrivée, elle a monté à Alger une école de filles où on enseignait
une forme de délisme en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a des photos où on voit les élèves, donc des jeunes filles issues de bonnes familles d'Alger, donc des familles musulmanes, avec écrit sur le tableau des extraits du Coran, mais que des extraits qui parlent de Dieu en général. Vous voyez, le Dieu des Saint-Simoniens, pas le Dieu des musulmans ou le Dieu des chrétiens. Donc une idée aussi de fusion des religions. L'enseignement se faisait en arabe, mais comme progressivement elle s'est fait critiquer et par les notables algérois, donc musulmans, arabes, qui disaient bon mais elle fait des filles trop éduquées qui deviennent arrogantes, et critique aussi par le pouvoir colonial en disant mais qu'est-ce qu'elle a celle-là à vouloir éduquer non seulement des indigènes mais en plus les filles. Donc elle a vraiment subi de très fortes pressions et finalement c'est devenu une école de broderie. Mais comme elle était, attention, comme elle était très c'est quelqu'un qui savait ce qu'elle faisait, de la broderie extrêmement raffinée qu'elle arrivait à faire vendre jusqu'à Londres. Et donc les jeunes filles passées par son école devenaient des commerçantes, pour certaines assez prospères. Et donc autonomes, voilà, c'était pas de la petite couture à faire à la maison pour réparer les chaussettes de son mari. C'était vraiment de la broderie extrêmement raffinée et algérienne. Bon, ça c'est un cas intéressant, et son école a duré une vingtaine d'années. Il y a eu une année d'expérience à Tunis, c'est l'école de la rue Pacha, mais là, du coup, le nom de l'enseignante m'échappe. Alors là, c'était pas une Saint-Simonienne, mais c'était une féministe, républicaine féministe, aussi dans les années au milieu du XIXe siècle. Oui, la question de l'évolution historique, je suis entièrement d'accord avec vous, et je ne l'ai pas assez souligné au début, mais en effet, j'ai dit au début qu'il y avait eu des transformations, et puis je me suis focalisé en effet sur, en gros, jusqu'à avant la Seconde Guerre mondiale. Même avant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs expériences ont été tentées. Il y a eu notamment des expériences de ruralisation de l'éducation. Alors ça, c'est un vieux truc qu'on retrouve après aussi à la décolonisation, notamment chez dans les régimes socialistes, africains socialistes, mais il y a eu des tentatives comme ça d'écoles intégrées à la communauté dans les années 30, qui finalement ont échoué parce que les colonisés du coup avaient déjà l'idée que l'école ça ne servait pas à rester au village, donc il y a des représentations sur l'école en termes de mobilité sociale. Donc il y a eu déjà avant les années 30 plusieurs types de tentatives, et après la Seconde Guerre mondiale, en effet, se développe l'idée d'une colonisation développementiste, au même moment que ce soit l'UNESCO, etc. Et donc, en effet, avec une vision plus assimilationniste. Je ne sais pas trop comment ça s'est traduit dans les programmes. Les programmes scolaires sont toujours extrêmement longs à changer. Et quand on voit que des livres d'histoire de la colonisation étaient encore utilisés en Afrique dans les années 70, je pense que ça n'a pas du tout changé au niveau des programmes. Par contre, il y a eu est-ce qu'on peut dire massification, je ne sais pas, mais une très forte augmentation du public scolaire après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les villes, vraiment un nombre beaucoup plus important d'élèves. Et c'est là justement aussi où la colonisation se heurte à ces contradictions aussi. C'est-à-dire, on a de plus en plus d'élèves, donc des gens qui aspirent à une autre condition. Après la Seconde Guerre mondiale, la colonisation fait la promesse de faire accéder à l'égalité, mais en réalité ne le veut pas, sinon c'est plus de la colonisation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en effet, je n'ai pas souligné trop les transformations de l'implémentation. Ce que je trouve réjouissant, c'est que toutes les nations dites supérieures ont donc essayé de vendre leur solution, mais là, ils ont dit que c'est par l'école qu'on réussira, et de fait, comme vous l'avez dit, ce sont les mouvements des instituteurs qui ont été critiques. Alors, certes, une partie des populations ont donné des cadres très dévoués à la République française. On peut parler de Léon
Senghor, mais parallèlement, il y avait aussi Cheikh Anta Diop, qui sont, pour l'emporter là, des issues de cette école, finalement, et on voit très bien par le monde que quelques difficultés, dans certains sont conscients que l'école peut devenir dangereuse. Le Maroc nous a donné l'exemple il n'y a pas si longtemps que ça. Donc moi je suis assez réjoui de voir que quelque part ces grands projets idéologiques peuvent être mais il y a une question qui m'intéresse aussi parallèlement, c'est quelle est la part dans le pays, donc ce que l'on a pu mesurer, la part des opportunismes des locaux. Donc quel degré de conscience il y avait-il, comment ça s'est développé éventuellement, parce qu'on ne peut pas nier que si la colonisation s'est aussi développée, c'est quand même aussi avec le soutien de locaux. Si on parle de l'esclavage, il est très clair que l'esclavage n'a pas uniquement été inventé par les Anglais, etc., etc. Ça a existé aussi. Donc ce paradoxe, cette ambiguïté, et parallèlement, j'apprécie effectivement qu'il y ait aussi un certain nombre d'Africains qui acceptent de dire, c'est pas pour excuser les colons, mais que la part qu'eux-mêmes ont pris dans cet élément. Alors voilà, merci. Vaste question. Mais bon, j'y vois au moins deux choses par rapport à l'école, par rapport à la question de l'école, sur le fait que je trouvais réjouissant en effet que les objectifs ne se réalisent pas toujours. Ça, c'est propre à tous les systèmes scolaires, et c'est ce qui est intéressant dans l'étude des systèmes scolaires en fait. C'est que l'étude d'un système scolaire, c'est la rencontre entre des objectifs étatiques qui sont eux-mêmes pas toujours cohérents, d'ailleurs, on le sait bien, et des dynamiques sociales. Et les résultats escomptés sont jamais réalisés, et on a toujours des surprises. Parce que, comme dans tout processus de socialisation, il y a l'appropriation. Et quand un enfant, une classe d'élèves, alors ça peut se passer entre des parents et son enfant, ça peut se passer dans une école en France, ça peut se passer en termes de personnes de différentes classes sociales, dans des situations de domination distinctes, dans le cas aussi colonisateur, etc. Mais à chaque fois, la personne qui est censée recevoir, elle redéfinit, reformule, fait fonctionner sur ses propres registres ce qu'on lui enseigne. Et à ce propos, il y a le livre Les armes retournées de Louchy est vraiment intéressant. Et là, il montre bien l'idée aussi, ça parle du Maghreb. Les armes retournées, encore une fois, ça revient à la question du putain de guerre de Kateb Yassine. Et j'ai omis de dire que dans les programmes scolaires, très rapidement, dès les années 20, même dès les années 10, les administrateurs coloniaux se disent « Ah oui, mais en fait, on leur apprend l'histoire de France, mais il y a des choses qu'il va falloir enlever. » Notamment la Révolution française. Et encore une fois, ce fameux Georges Hardy dit clairement qu'il ne faut pas que les colonisés apprennent les outils d'émancipation développés par les pays qui les dominent. Il le dit clairement. Il est génial, Georges Hardy, parce qu'il dit tout. On n'a même pas besoin d'interpréter. Donc ça, vous voyez, je pense que ça rejoint tout à fait ce que vous dites, et c'est toute l'ambiguïté en fait de l'action éducative en général, et toute la contradiction. On veut éduquer les colonisés pour maintenir l'ordre colonial, et en même temps, si on les éduque, et en même temps, il ne faudrait pas qu'on les éduque. Vous voyez, en tout cas, pas trop. Mais pas trop, c'est quoi pas trop? Où est-ce qu'on place le curseur? Mais d'ailleurs, ça ressemble beaucoup, ces gens-là ont puisé aussi dans la propre histoire de France et dans l'éducation des classes dangereuses. Voilà, on sait très bien qu'au XIXe siècle, il fallait faire attention à la façon dont on éduquait les ouvriers. Il ne fallait pas qu'ils soient trop versés aussi dans les humanités pour bien rester à leur place. C'est bien pour ça que les ouvriers ont créé leur propre structure éducative, comme les cours de travail, etc. Après, vous avez donné l'exemple des soutiens locaux avec l'exemple de l'esclavage. Alors, ouais, on ne sait pas la même chose, mais je vois votre idée en effet. Mais le commerce triangulaire a transformé
un esclavage qui existait en effet en commerce de masse et en entreprise industrielle. C'était beaucoup moins le cas, mais en effet, l'esclavage n'aurait jamais pu se développer s'il ne s'appuyait pas sur des structures existantes, sur un commerce des esclaves déjà existant et sur une pratique de l'esclavage déjà existante. Pour la colonisation, c'est différent. Évidemment, les soutiens locaux, notamment, je l'ai un petit peu évoqué en parlant, mais comment dire, de façon non directe, en expliquant les stratégies de scolarisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait le pouvoir avant la colonisation, qui se dit, quand la colonisation arrive, ah, l'école c'est le seul moyen de le garder, parce que c'est ceux qui passent par l'école qui vont avoir les postes d'administration. Bon, moi, si je ne veux pas me retrouver déclassé comme mes enfants à l'école, il y a aussi les personnes qui étaient dominées avant la colonisation qui ont dit, ah ben voilà une opportunité, peut-être de passer au-dessus de mon ancien chef, ou en tout cas de sortir de ma condition dominée. Donc évidemment, on doute que ces gens-là, qu'ils aient adhéré ou pas au projet colonial, c'est très difficile à savoir. C'est sûr qu'ils l'ont fait fonctionner, en travaillant. Tout simplement, en étant postier, en étant administrateur, en étant... voilà. Mais le faire fonctionner, ça ne veut pas spécialement dire adhérer, parce que finalement, si on prend ne serait-ce que les indépendantistes, c'est aussi les personnes qui faisaient fonctionner la colonisation. En fait, ils étaient en poste sous la colonisation, en même temps que fondateurs de partis politiques indépendantistes. Vous voyez, j'espère avoir répondu à votre question à peu près. Est-ce qu'il y a des traces de cette conscientisation qui se seraient exprimées par des écrits un petit peu plus tardifs, ou bien c'était simplement un opportunisme local que l'on peut aussi comprendre, mais ce qui m'intéresse, c'est si on a retrouvé de ci, de là, des gens qui avaient anticipé cet élément-là de rentrer à l'intérieur du fruit, de le verre dans le fruit pour le récupérer pour autre chose. C'est-à-dire de supporter ce qui se passe à un instant T pour le faire, si vous voulez, avancer. Est-ce qu'il y a quelque part... À l'échelle d'une biographie, vous voulez dire? Pardon? À l'échelle d'une biographie, d'une trajectoire. Oui, on trouve quelques éléments de ce type-là dans Pathémon. On ne peut pas dire qu'un enfant puisse avoir cette conscience-là, bien entendu, c'est après qu'il l'a construite. Mais en revanche, ses parents et autres, puisqu'on sait très bien que dans nombre de lieux de civilisation, l'école n'est pas un lieu acquis pour tous. C'est-à-dire que beaucoup, si on parle de l'Afrique, beaucoup d'endroits font des campagnes pour que les parents acceptent d'amener les enfants, et notamment les filles, à l'école. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que dans l'histoire, il existe un petit peu des traces qui nous permettent de voir qu'il y avait quand même quelque part un certain type de conscientisation politique critique? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Vous voulez dire une conscience politique avant de scolariser? C'est-à-dire qu'on scolarise pour... Non. Dans les... Pardon. Désolé. Non, mais c'est... Excusez-moi, ça peut être plus concis. Non, mais c'est pas simple. Mais oui, c'est passé... On n'arrive pas à bien... Je suis peut-être pas clair que ça, mais simplement, ce qui m'intéresse, c'est les évolutions de conscientisation. Lorsqu'on dit, le célèbre, l'Afrique n'a pas d'histoire, le honteux, l'Afrique n'a pas d'histoire, on est en train même de découvrir que certains ont découvert l'Amérique avec Christophe Colomb. Il y a des études qui avancent dans ce sens-là. Donc, globalement, ça veut dire que dans toutes les civilisations, il y a des personnes, des intelligences, des sensibilités, etc. Donc, ils ont eu les colonisés. Alors, certains ont... C'est la bonne affaire, très bien, je peux faire du commerce, je peux faire avec l'école, j'en profiterai, etc. Tout. Mais est-ce que là-dedans, il y a eu aussi des expressions, mais alors le problème c'est que c'est une civilisation peut-être orale et donc on n'a pas de trace, mais quelque part que certaines personnes, certains intellectuels qui ont pris le temps de retrouver, de pouvoir décrire que en parallèle, il y avait des opportunistes, mais il y avait des conscientisés. Est-ce que je suis... C'est clair pour madame, mais peut aussi falloir un peu plus. Mais bon. Non, mais... Oui. Oui.
Mais des traces dans l'histoire, je sais pas. Il y a Après, on voit certaines stratégies africaines, notamment en Gold Coast, où c'est eux qui montent des écoles. Voilà. Où ça, pardon, je pas dit. En Gold Coast, l'actuel Ghana, par exemple, où demande des écoles parce qu'ils voient bien que le pouvoir des Blancs est en train de... Avant la colonisation, ça répond à la colonisation en partie. Influence anglaise. Voilà, mais où il y a la volonté, avant même la colonisation, d'acquérir le savoir des colons pour éviter, pour garder le contrôle sur leur propre commerce, sur leur... Enfin, en fait, avec une conscience que si on n'apprend pas, encore une fois, et avant la colonisation, si on n'apprend pas leur code, leur façon de faire, ils vont nous coloniser. C'est un peu cette idée-là. Après, par rapport au parcours, on parlait dans Paqueta, il y a le parcours de Ferhat Abbas en Algérie qui est très emblématique de ça. Donc Ferhat Abbas, pharmacien, qui au départ, c'est dans les années 30, ses revendications, c'est l'égalité avec les Blancs. Il trouve ça très bien, la colonisation, en fait, en réalité, mais il dit qu'elle doit être différente. Elle doit être réformée, et les Algériens doivent être les égaux des Français. L'Algérie doit être un département français à part entière. Tous les Algériens, musulmans, chrétiens, doivent être citoyens, etc., etc. Et progressivement, quand il s'est rendu compte que la colonisation ne permettait pas, c'était impossible de réaliser ça dans le cadre de la colonisation, il est devenu indépendantiste. Il y a aussi des parcours comme ça, et ça rejoint peut-être aussi la question tout à l'heure de l'éducation après la Seconde Guerre mondiale aussi, où la volonté d'intégration remise à l'ordre du jour a dévoilé aussi les limites de la colonisation à ce niveau-là, c'est-à-dire les Africains pensaient que l'école leur permettrait de devenir des égaux après la Seconde Guerre mondiale, mais ça ne s'est jamais réalisé. D'où le passage d'un nombre important de personnes à une colonisation plus humaine, si je peux m'exprimer ainsi, aux revendications de l'indépendance. Oui, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'évolution de l'éducation des filles par rapport à l'éducation des garçons? Oui. Alors, avec l'éducation des filles, il se passe quelque chose de non historique, justement, c'est que c'est quelque chose de très... qui change très difficilement. Et ça, c'est quelque chose, moi, ça fait maintenant pas mal d'années que je travaille sur l'éducation des filles, et c'est quelque chose qui me frappe, que ça soit de façon spatiale, en changeant de territoire à une même époque, ou en voyant les transformations dans le temps, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à transformer. Évidemment, il y a eu l'ouverture des métiers de femmes qui s'est passée dans les métropoles et dans les colonies, donc les métiers dits de femmes, vous voyez bien auquel je fais référence, infirmière, secrétaire et enseignante, ce sont les trois grands métiers de femmes. Mais en fait, on a un peu, à chaque fois, toujours cette idée de créer des bonnes mères et de bonnes épouses. Et les personnes qui ont apporté des changements, ce sont les femmes elles-mêmes, scolarisées elles-mêmes, et pas les systèmes scolaires. C'est-à-dire que même aujourd'hui encore, même si les choses ont bien changé, vous regardez le discours de l'UNESCO, etc., sur la question de l'éducation des filles, on est toujours dans la même conception utilitaire. On éduque les filles pas pour elles-mêmes, mais pour changer la société, pour apporter d'autres habitudes au sein des familles, pour être des compléments de leurs époux, etc., etc. Mais même encore aujourd'hui, c'est assez frappant, en dépit de grands discours sur l'égalité, l'empowerment, ou je ne sais quoi. Mais ça, bon, quand des concepts un peu subversifs passent par la grande machine à dépolitiser les institutions internationales, ça se passe comme ça, en général. Bon, excusez-moi, je dévie. Mais en tout cas, c'est les femmes elles-mêmes qui, petit à petit, ont occupé des métiers, ont été salariées et ont émis des revendications. C'est ça qui a transformé pour moi les dynamiques de l'éducation des filles. Ce n'est pas les programmes au départ. Et on trouve beaucoup de choses similaires en Afrique, similaires au lutte des infirmières en France, par exemple. Vous savez, qui ont demandé de faire passer leur dite qualité en réelle compétence. Alors, quand les infirmières sont mises en lutte dans les années 70 pour dire on n'est pas juste des bonnes femmes qui sachant soigner les gens parce qu'on sait le faire aussi à la maison, on a des compétences comme les hommes, on a fait des études, c'est des compétences, des qualifications, ce n'est pas des qualités. Donc pour déhiérarchiser tout ça. Et ça, moi je le vois très clairement en Éthiopie, par exemple. C'est-à-dire que les femmes scolarisées qui pourtant ont été quasiment toutes dirigées vers la discipline qui s'appelle Home Economics,
c'est-à-dire l'économie domestique, comme en France, finalement, des fois, à des moments, se disent « Ah, mais maintenant que je suis infirmière, pourquoi je ne serais pas médecin ?» Et tu ne serais pas médecin, tu es une femme. Oui, mais je vais quand même l'être. Donc elle va faire des études. Mais là, elle se heurte à une femme qui veut rentrer dans des métiers d'homme. Et en fait, voilà, ce que je ne sais pas si je suis très clair, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, pour moi, l'activité sociale des femmes diplômées elles-mêmes qui a fait changer la donne. Ce n'est pas les pédagogues. Ils ne sont pas les pédagogues. C'est pédagogue qui soit de l'école privée ou de l'école publique. Excusez-moi. Alors, merci beaucoup pour ce que vous nous expliquez. Je voulais savoir si vous, depuis un moment, la différence de transmission entre l'enseignement public et l'enseignement privé par rapport au métier des femmes, à leur indépendance, etc. Est-ce que c'était le même substrat, le même contenu, quel que soit l'enseignement public ou l'enseignement privé? Alors, si on parle d'enseignement privé sous la colonisation, l'enseignement privé, ce sont les missionnaires. Il n'y avait pas d'école privée, en tout cas, peut-être une école de petite reine, mais j'en ai jamais entendu parler. C'était soit des écoles mises en place par le gouvernement colonial, soit des écoles missionnaires. Donc c'est ces choses-là qu'il faut parler. Du coup. Et oui, c'était les mêmes. C'était effectivement les mêmes. Avec, si on prend l'exemple de l'école de Rufisque dont j'ai parlé, donc qui était le grand modèle d'école pour filles en AOF, c'était la même chose en plus scientifique. C'est-à-dire cette idée de rendre plus rationnelles les pratiques domestiques des femmes. C'est-à-dire chaque mère de famille doit être une infirmière, une péricultrice, une hygiéniste, dotée de savoirs dits scientifiques, rationnels, codifiés, vous voyez, pour mener sa maison de manière rationnelle, de la même manière que son mari, que les hommes mènent l'État de manière rationnelle. Ça, c'est exactement, le parallèle est très clair. Et en fait, à l'école de Rufisque, on retrouve dans son versant colonial, avec toutes ces idées de civiliser des indigènes qui, il n'y a pas si longtemps, se promenaient encore toutes nues et ne savent encore moins que des femmes françaises s'autocontrôler. On a ce versant colonial, mais on retrouve les idées qui se sont développées au début du XXe siècle en France sur l'éducation des filles. Et l'éducation des filles a été, donc l'économie domestique, la discipline économie domestique a été conceptualisée par des pédagogues et des médecins. Et là, on était dans l'idée, vous savez, la grande concurrence avec l'Allemagne, la décadence de la France qui a été vaincue, donc il faut régénérer la nation. Pour régénérer la nation, avoir une nation en bonne santé, avec des personnes raisonnables, qui ne se laissent pas aller à leurs instincts, à leurs pulsions, qui savent s'autocontrôler, etc. Il faut absolument éduquer les femmes de façon scientifique, leur apprendre à être ordonnées, donc se lever, regarder l'heure, avoir un emploi du temps très précis, noter leurs dépenses, gérer leur maison exactement comme on gérait une entreprise où chaque centime est important, et à donc intégrer ces pratiques de disciplinarisation au cœur des foyers. Et ça, il y a des livres entiers, on en trouve sur Internet, il y en a vraiment des super. Il y a même, je crois, un livre qui s'appelle, pour vous dire le nom, je le retrouverai dans mon ordi, qui a été écrit par un médecin en 1915 et qui s'appelle, 1913, pardon, juste avant la guerre, et qui s'appelle genre l'éducation des femmes et la revitalisation nationale, ou un truc comme ça. Et ça, on le retrouve sous les colonies, du coup, parce que ça a beaucoup imprégné l'éducation des filles en France 10 ou 20 ans avant que l'école de Rufisque soit développée. Alors juste une petite observation et une question. L'observation, c'est qu'il faut bien prendre conscience qu'il y a une très grande diversité, d'une part entre les colonisations, mais à l'intérieur de la colonisation française. Quand je suis arrivé au Niger, après 60 ans de colonisation, le taux de scolarisation était de 4%. Bon, vous voyez, là, oui, je suis arrivé en 65, mais le taux de scolarisation en 60 était de 4%.
Et la question, c'est où est-ce qu'on est dans les recherches pédagogiques sur la question des langues? Puisque, bon, théoriquement, il y a quand même tout un courant qui dit qu'il vaut mieux, au moins que les 2 premières années de la scolarisation soient faites dans les langues nationales, mais qu'il y a un refus de beaucoup de gens pour dire ben non, il faut apprendre, commencer en français ou en anglais. Vous me faites beaucoup travailler pour un samedi matin. Non, parce que ça c'est une question passionnante, mais extrêmement, extrêmement vaste. Parce qu'il y a alors un nombre très important d'arguments à prendre en ligne de compte. Il y a les arguments pédagogiques, il y a les arguments politiques. Et ça, c'est... parce que par exemple, les pédagogues vont dire, alors là ils sont tous d'accord, il faut absolument apprendre dans sa langue. Maternelle. Maternelle, en France aussi, il faut apprendre dans sa langue. Au moins au départ. Hein, parce que c'est pour des questions cognitives. Mais après, bon, sur le terrain politique, on va dire, oui, mais dans un pays où il y a 70 langues parlées, dont certaines langues parlées par quelques milliers de locuteurs, comment on fait pour créer une nation? Parce que quand même, les systèmes éducatifs n'auraient jamais existé sans les constructions des États-nations. Ils sont intrinsèquement liés. Donc voilà, il y a ces questions-là. Aujourd'hui, dans les pays africains, se pose la question de l'éducation en langue locale ou nationale. Mais alors, quelle langue nationale? Moi, je vois très bien le cas en Éthiopie, on voit le cas au Sénégal aussi. On fait quoi? On fait le Wolof. Et les autres qui ne sont pas wolophones, ça veut dire ça va être la domination d'une partie de la population sur les autres. Quelle langue nationale on choisit? Donc, la solution, ça a été bon, on garde le français, en fait, par rapport à ça. Et alors voilà, c'est entre cette contradiction, respect de la culture de chacun et nécessité de créer une culture commune et de moyens de communication commune, et il y a aussi des questions géopolitiques. C'est qu'il y a aussi beaucoup de pays, moi je vois le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie n'est pas colonisée. Ils ont importé un système francophone avant de se faire envahir par l'Italie, et puis anglophone après la Seconde Guerre mondiale, sous la domination des États-Unis. En fait, l'Éthiopie était un État client des États-Unis dans le cadre de la guerre froide. C'était post-avancé des États-Unis dans la corde. Donc les États-Unis dans la corde de la crise. Donc les États-Unis ont financé l'armée éthiopienne, le système scolaire éthiopien. En fait, ils ont construit, ils ont donné les moyens matériels à Haïlé Sélassié de construire sa démocratie. Éducation en anglais dans un pays qui a une langue nationale, l'amharique, écrite depuis au moins le XVIe siècle. Donc voilà, vous voyez, et c'était quoi la question? C'était si on veut exister sur la scène internationale alors que nous sommes un pays faible et dominé, il nous faut des élites capables de maîtriser l'anglais très très bien. Voilà. Et en Éthiopie, désolé c'est une parenthèse mais je pense que c'est assez intéressant par rapport à cette question de la langue, ils avaient aussi un précédent assez traumatisant, c'est que en 1896, l'Éthiopie a mis une raclée à l'armée coloniale italienne, à la bataille d'Adwa, vous allez en entendre parler. Donc l'Éthiopie n'a pas été colonisée à cette occasion. Et le prétexte utilisé par les Italiens pour envahir l'Italie a été un traité. L'Éthiopie, pardon. Le traité de Wuchale, qui avait une version amharique et une version italienne. Et la version amharique disait que donc les Italiens occupaient une partie de l'Érythrée. Dans ce traité, la version italienne disait que le Négus d'Éthiopie devait passer par le gouverneur de l'Érythrée pour toutes ses relations internationales. Ce qui n'était pas du tout compris dans la version amharique, sauf qu'aucun des diplomates éthiopiens ne l'avait vu dans la version italienne. Et ça, en Éthiopie, c'est extrêmement connu. Donc il y avait ce truc, il faut absolument que nos élites maîtrisent l'anglais ou le français pour pas qu'on se fasse avoir. Par rapport aux langues, il y a encore cette question. Et la question se pose encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les pays dits du Sud, qui sont géopolitiquement dominés, disent ah ouais, mais non, en fait, il faut parler leur langue. Donc on est vraiment... il y a des travaux actuellement menés par Ali Masluni, qui est un Kényan,
un sociologue kényan, qui montre comment les politiques de la Banque mondiale visant à développer l'éducation dans les langues locales, dans les multiples langues locales en Afrique, et non pas dans une langue nationale, par exemple le swahili, comment en fait ça sert l'anglais. Je vous laisse deviner pourquoi. Et comment ce discours pseudo-humaniste de défense des cultures locales sert en fait à augmenter encore plus l'emprise de la langue anglaise sur la langue. Je ne vais pas vous refaire toute sa démonstration. C'est vraiment compliqué cette question des langues. Et le chinois? Le chinois en Afrique, c'est la langue. Ouais. Leur communication, je suppose, se fait en anglais. Oui, les Chinois communiquent en anglais. Alors les Chinois communiquent en anglais. Bon, vu que samedi matin, je me permets encore une anecdote. Les routes en Éthiopie sont construites aujourd'hui par des entreprises chinoises. Toutes les routes. Les ouvriers sont des Éthiopiens. Alors une partie sont chinois, mais les Chinois c'est les contremaîtres. Les ouvriers qui font le boulot avec les pelles et tout ça, c'est des Éthiopiens et des Éthiopianisés. Mais ouais, alors c'est un système colonial. Après, les Africains disent, ils ont fait, les Chinois ont fait plus en 10 ans que les Européens en 150 ans. Mais bon, après, c'est une autre histoire, moi, c'est pas pour défendre. C'est marrant l'observation locale de ces trucs. En tout cas, j'ai pu observer de près, parce qu'un très bon ami à moi fait partie de ces ouvriers. Et en fait, un créole est en train de se créer, c'est hallucinant, un créole anglo-amérique. Et c'est vraiment intéressant de voir un créole se créer sous ses yeux. Par exemple, j'étais avec mon ami qui expliquait que le lendemain, comme j'étais là pour quelques jours, il demandait à ne pas pouvoir venir, s'il pouvait ne pas venir travailler. Et son patron de chinois lui a dit comment, non comment. Ça veut dire pas comment, non comment. Ça veut dire tu viens ou tu ne viens pas travailler. Comme en anglais avec un O. Et il parlait que comme ça. Et c'était pour tout, c'était comme no comment. Ça fait comment no comment. Et en fait, les Éthiopiens leur parlent comme ça aussi. Et là, je parle d'un mot anglais, mais c'était valable avec plein de mots américains. Donc, entre eux, là, en l'espace de 4 ans de chantier, ils ont créé une langue. Là, je trouvais ça génial. Mais, je ne connais pas d'anthropologue qui travaille sur ça, mais il faudrait vraiment y aller. Voilà, par rapport aux Chinois, j'en sais pas plus. Est-ce qu'on va encore vous faire travailler? Y a-t-il encore une main? C'était une plaisance, je suis ravi. Oui, il y a une main. Merci. Donc c'est pas une question, c'est une remarque. J'ai cru entendre au début de votre exposé qu'en Afrique, vous avez évoqué un taux de scolarisation 1,440, je ne sais pas quoi là. Voilà. Et monsieur, vous avez dit 4%, donc il y a eu des progrès colossaux. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas compris là. Oui, le 1 pour 447, c'est en 1924. Donc ça fait 40 ans plus tôt. Ouais. 40 ans plus tôt. Et en gros, le Niger est un des pays les moins scolarisés, auquel monsieur a fait référence. C'est Pascal Barthélémy qui a fait des calculs. C'est compliqué de faire des calculs statistiques parce que les archives sont peu précises, mais Pascal Barthélémy estime à 10% en moyenne le taux de scolarisation en 60. Ce qui a fait une moyenne de tous les pays africains. Le taux de scolarisation à quel âge? Primaire, secondaire, mélangé. Sachant qu'il y a très peu d'écoles secondaires, quasiment que des écoles primaires, pas d'université. La première université a été créée à Dakar en 58, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est primaire, secondaire mélangé, mais on peut considérer que c'est quasiment que du primaire. En fait, en réalité. Promis juré, je ne parlerai plus. Puisqu'on parle du Niger, à Niamey, pendant longtemps, il y avait qu'un pont sur le fleuve Niger, qui était appelé le pont Kennedy. Et en 2010-2011, les Chinois sont arrivés construire un deuxième pont. Donc, ils ont fait plus en quelques années que les puissances colonisatrices. Voilà. Par ailleurs, je reviens sur le chiffre pour la dernière fois. Moi, je suis parisienne, née à Paris, scolarisée à Paris, etc. J'ai passé mon bac à Paris en 1964.
cette année-là, les filles, il y avait une grande différence en France de scolarisation entre les filles et les garçons. Les filles qui ont eu leur bac en 1964 en France, le taux était de 16%. Donc il faut aussi relativiser quand même. Quand on dit 4%, on a presque l'idée que 100% des gens sont... Voilà. En France, en 1964, les filles avec bac, 16%. Voilà. Merci beaucoup pour tout. On travaillera jusqu'au bout. C'est très bien. Oui, on entend dans la presse que d'ici 2050, quelque chose qui veut dire la langue française sera la langue la plus parlée dans le monde, notamment en Afrique, liée à la démographie. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais donc ça sort un peu du sujet de la colonisation, mais ça revient au sujet des langues. Est-ce que le sujet de la langue pratiquée dans l'éducation a un impact là-dessus ou est une des causes de cette croissance mondiale de l'utilisation du français? Alors, oui, ce que vous dites, ça pose la question de est-ce que la langue, si ces projections existent, ça signifie que la langue française sera encore parlée, enfin, va continuer à être enseignée et pratiquée dans l'administration et dans l'éducation dans les pays africains. C'est ça en fait. Et oui, c'est le cas. De toute façon, là, l'éducation en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, elle est encore en Afrique francophone, entre guillemets, c'est encore en français. L'administration fonctionne encore en français partout. Et il y a des volontés d'encourager l'école dans d'autres langues, mais en fait, ça fait 60 ans depuis les années 60 qu'il y a cette volonté, donc je vois pas, j'ai du mal à imaginer que ça va changer. Moi, je suis vraiment historien, donc pour moi, l'histoire de l'humanité s'arrête en 60. Non, mais en plus, je ne suis pas très à l'aise avec les projections, et, en règle générale. Mais oui, tout porte à penser qu'en effet, l'école va rester en français, au moins au secondaire et à l'université, donc ouais. J'ai mal à répondre à votre question, en tout cas, c'était plutôt une remarque aussi, d'une certaine manière. Je ne connaissais pas cette projection, elle vient d'où? C'est qui l'a fait? Ça vient de sortir. Oui, ça vient de sortir. C'est le problème de la francophonie, c'est la francophonie macronienne, je pense, récente, quoi, toute récente, compte tenu des voyages récents. C'est ça, Mais je vois juste, pour répondre à cette question de la langue française dans les systèmes scolaires et l'administration, là, je suis une doctorante nigériane qui travaille sur la formation actuelle et le déploiement de jeunes filles enseignantes au Niger dans les campagnes pour inciter à la scolarisation des filles. Donc, ils forment des milliers de jeunes filles à être institutrices et ils les envoient dans les campagnes, avec tous les problèmes que ça peut poser, en leur donnant énormément d'injonctions. Je vais revenir au sujet, vous allez voir. D'injonctions contradictoires, par exemple, on dit, bon, il faut qu'il y ait le modèle de l'enseignante, de la femme, entre guillemets, moderne dans les campagnes, c'est-à-dire, vous voyez, salariée, autonome, un petit peu urbaine, etc., pour donner envie aux jeunes filles des villages d'aller à l'école. Vous voyez, un autre modèle d'activité plus enviable. C'est un mémo, j'interprète les mots. Mais en même temps, on leur dit, ah oui, mais dans les villages, il faut que vous soyez adaptés à la population, parce que sinon, vous allez passer pour arrogante, pour indécente, etc. Donc elle a dit, ben, en fait, on fait quoi? C'est-à-dire, on nous demande d'être un modèle différent, et en même temps, pour ne pas froisser les gens de la communauté, et c'est l'administration qui leur dit tout ça. Et le problème que ça pose, c'est que, là je reviens à ce que vous dites par rapport à l'importance du français, c'est que non seulement l'éducation est en français, mais une bonne partie des populations aussi veut le français. Et là, elle a bien montré, en ayant fait beaucoup d'enquêtes, donc c'est une doctorante qui s'appelle Aïssata Saligodoe, qui va bientôt terminer sa thèse, elle a bien montré qu'en fait, le reproche que font les populations aux enseignantes et donc au système scolaire, c'est mais
vous les formez par milliers, il y a 100% de réussite à l'école normale, et elles ne savent même pas parler français. Pourquoi est-ce qu'on va envoyer nos gamines dans une école où les enseignants ne savent même pas parler bien français? Pourquoi? Parce que parler français, ça veut dire accéder, c'est du capital culturel qui permet d'accéder à des ressources. Et ce que ne permet pas la langue locale. En fait, parce qu'il faut voir ça aussi dans la question des langues. En termes bien bourdieusiens de capital culturel, de capital symbolique, on va à l'école pour acquérir du capital. Et voilà, donc c'est truffé de contradictions l'école, c'est pour ça qu'on doit travailler sur ça. Là, pour moi, vous avez créé un moment de perturbation profonde. Voilà, je vais donner la parole à une dame. C'est en suivant les conversations, je vous remercie pour tout ce qui se passe, c'est passionnant. Je me pose une question, dans tous les pays d'Afrique où se parle le Wolof par exemple, et où la langue officielle pratiquée est le français, les premiers âges, comment ça se passe en famille et donc je prolonge, mettons que ce soit le Wolof à ce moment-là, à quel moment le jeune enfant va commencer à se familiariser avec le français? Je pense au cas d'Espagne où à Barcelone, la plupart des enfants sont bilingues, voilà. Question espagnole, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une question importante, mais je vais devoir répondre peut-être par une banalité, je suis désolé, mais ça dépend de la classe sociale. C'est-à-dire, est-ce que les parents parlent français ou pas? Il y a énormément de familles africaines où ça parle français à la maison. En fait, quand les parents sont passés par le système scolaire français et ils sont d'une certaine classe sociale. C'est le cas de cette doctorante dont je parlais, qui parle français mieux que moi. Chez elle, ça a toujours parlé français, parce que ses parents sont aussi des grands francophones. Une autre différence extrêmement importante, c'est urbain-rural. Les personnes en ville parlent français. Pas dans toutes les villes, mais au moins savent en français la discussion de base, l'élection de base quand même. En ville, on y arrive. Hein, je sais pas, une interaction de base en ville, on l'a en français. Est-ce qu'il y a des études pour quantifier à peu près au moins de certains espaces? Oui, voilà, je peux pas en citer, mais oui, des études, les sociolinguistes ont énormément travaillé là-dessus. Et c'est très dur de répondre quelque chose comme ça de précis, quoi. Puis encore une fois, on parle d'immenses territoires avec des distinctions sociales extrêmement marquées selon la classe et urbain-rural. Moi, je considère que, même si je travaille sur le genre en particulier, bien sûr, le genre, comme tous les critères de hiérarchisation, se croisent avec tous les autres, on est d'accord. Mais pour moi, le critère le plus marqué, le plus massif, le critère, comment disaient les marxistes avant, en dernière instance, c'est urbain-rural en Afrique, à mon sens. C'est là où je vois les plus grandes disparités. Et ça recoupe les classes sociales, bien sûr. Bravo. Bravo. Bravo d'avoir tenu strictement